Juste avant que la vidéo ne commence, oui, j'ai disparu. J'ai eu beaucoup de projets professionnels et personnels qui m'ont pris énormément de temps, trop de temps, mais c'est bon, je suis de retour pour une durée indéterminée. Également, petit disclaimer, contrairement à ce que le titre pourrait laisser entendre, cette vidéo n'a pas pour objectif de cracher gratuitement sur les nouvelles saisons des Mystérieuses Cités d'Or, déjà parce qu'il n'y a qu'une seule saison, et plus sérieusement parce que je veux juste ici vous parler de ce dessin animé que j'aime tant, et de ses nombreuses qualités. Alors oui, on va faire des comparaisons avec les nouvelles saisons, c'est inévitable, mais ce ne sera pas le cœur de cette vidéo. Allez, on commence de suite. Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Un jour, quand je devais avoir 6 ou 7 ans, mon père m'a fait découvrir un dessin animé de son époque. Alors au début, quand il m'a dit que j'allais regarder un vieux dessin animé, je pense que j'ai dû réagir avec dégoût, en mode mais pourquoi faire? Vous savez, le même genre de réaction qu'un enfant peut avoir quand on lui fait regarder du Charlie Chaplin par exemple. Et pourtant, quelle erreur j'ai fait. Car sans le savoir, mon père allait me faire découvrir le dessin animé le plus important de mon enfance. Celui que je considère aujourd'hui encore comme étant l'un des meilleurs de tous les temps. Oyez oyez, visiteurs de l'internet, vous êtes sur la chaîne d'Atlas le Grand, et aujourd'hui je vais vous emmener dans le passé, parler d'un dessin animé qui m'a profondément marqué. Je vais vous parler des Mystérieuses Cités d'Or. Bon, pour commencer, il faut parler des dessins. Et là, il n'y a pas débat parce que c'est juste magnifique. Chaque frame du dessin animé est une toile, une véritable œuvre d'art, c'est beau et ça fait du bien aux yeux. Chaque image transpire l'amour des dessinateurs. On sent à travers l'écran la texture de l'herbe, du roc et de l'eau, contrairement aux nouveaux épisodes qui sont faits sur l'ordinateur et qui sont donc extrêmement lisses, sans aucune âme et qui ressemblent à tout plein d'autres dessins animés. En fait, les nouvelles saisons n'ont pas vraiment d'identité graphique, je trouve. Non mais sérieux, comment on a pu passer de ça à ça? Qu'il est laid, mais qu'il est laid! Regardez comme il est laid! Après, je trouve que c'est un fait plus large que les Cités d'Or. Globalement, la qualité des dessins animés a grandement diminué, je trouve. Tant au niveau de la qualité pure des graphismes, ou du son, que des histoires proposées. Puisqu'aujourd'hui, les dessins animés diffusés sont, sauf rares exceptions, généralement des suites de gags stupides, drôles, mais sans fond et sans histoire. Zig et Charcot, Bienvenue chez les Loud, Les Sisters, etc. en sont quelques exemples. Quand je pense qu'à l'époque, les enfants regardaient Les Cités d'Or, Les Mondes Engloutis ou encore Albator. Ok boomer, vous allez peut-être me dire, mais aujourd'hui, à part les studios Ghibli, il n'y a pas grand chose de qualité, je trouve. Mais bon, pour revenir aux nouvelles saisons des Cités d'Or, ce que je reproche aux nouveaux dessins, c'est pas d'être spécialement moche, c'est juste d'être fade, lisse à en mourir, et de n'avoir aucune originalité. Parce que ça a été fait à l'ordi et avec une direction artistique très générique. Et on a beau dire, la qualité d'un dessin fait à la main surpasse et surpassera toujours de loin celle d'un dessin généré à l'ordinateur.
que je peux facilement avancer que la BO des Mystérieuses Cités d'Or est l'une des meilleures ever. C'est en tout cas celle qui m'a le plus marqué. De la synthwave de l'époque mélangée aux saveurs de musiques andines, quel régal. En écrivant le texte de cette vidéo, je me la suis réécoutée en entière. Et j'en ai eu des frissons. Mais littéralement des frissons. Allez, je vous laisse écouter quelques extraits, vous comprendrez.
C'était incroyable, n'est-ce pas? Vous les avez ressentis, ces frissons? Et ça, cette musique, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les nouvelles saisons. Je peux vous le dire, l'affirmer parce que je l'ai écouté, la nouvelle BO. Alors il y a certainement une grande part de nostalgie dans mon jugement. Mais j'ai trouvé les nouvelles musiques bien génériques, plates, fades et sans réelle vision artistique. Et le meilleur exemple, c'est le nouveau générique qui ressemble à toutes les chansons commerciales de notre époque. Et ce qui m'a le plus marqué en réécoutant la BO, c'est que les musiques de la saison 1, je m'en rappelle de toutes, encore aujourd'hui. Mais vraiment, en ayant écouté la BO, je les ai presque toutes reconnues. Alors que même en ayant vu les saisons 2 et 3 des Mystérieuses Cités d'Or, je ne me souviens d'aucune musique, de presque aucun passage même, puisqu'au final, les nouvelles saisons sont assez oubliables. La saison 1 des Mystérieuses Cités d'Or, c'est aussi un dessin animé mature. Vous trouvez peut-être ça bizarre dit comme ça. Vous me direz sûrement que c'est pas du tout mature. Il suffit de regarder les personnages de Sancho et Pedro pour s'en rendre compte, non? Le voyage, il est ultra compliqué. Prenons l'exemple du passage du Cap de Magellan par exemple. Ce passage, il est ultra difficile pour les héros qui ne s'en sortent que de peu sur un radeau de fortune. La quête des héros, elle est aussi... ultra compliquée. Les personnages doivent faire des sacrifices. Quand Tao doit faire explorer le Solaris par exemple, et donc renoncer à l'héritage de ses ancêtres pour sauver ses amis. C'est un sacrifice lourd. Et la difficulté du voyage se voit particulièrement au niveau du Grand Condor. C'est une machine très puissante, certes, mais dure à utiliser. Car pour monter dedans, il faut escalader, et qu'en cas de non-exposition au soleil, il est tout bonnement inutilisable. Par exemple, quand il s'écrase dans la forêt amazonienne, les héros ne peuvent pas le faire redécoller et s'enfuir, car il n'est plus suffisamment exposé au soleil. La même quand il finit au fond d'un cratère. Et donc, le Grand Condor, tout en étant un atout puissant, est suffisamment vulnérable et a suffisamment de limites pour rester crédible et bien dosé. Ouais, la première saison, elle a ça. Elle est crédible. Enfin, les personnages passent leur temps à fuir dans la saison originale. Ils sont toujours en position de faiblesse face aux géants, aux Amazones ou aux Olmecs. Et c'est toujours avec une grande difficulté et de justesse qu'ils s'en sortent. Et quand ils s'échappent, ça n'est pas facile pour autant. Rappelez-vous de quand ils passent par un passage secret rempli d'eau pour sortir d'une grotte et échapper à Gaspard. Eh bien, ils doivent s'arrêter pour respirer, au milieu de leur passage. Et on voit à l'image qu'ils avancent lentement sous l'eau, que c'est difficile. Alors que dans les dernières saisons, ils ont des pouvoirs magiques, bordel. Ils peuvent monter ultra facilement dans le Grand Condor par un escalier, et ils n'ont pas de sacrifice à faire. La première saison est aussi beaucoup plus sombre. On commence par la mort de celui qui a élevé Esteban. Zia, on la rencontre ligotée dans une caisse dans la cale d'un navire, et on croise des Incas réduits en esclavage. Zia perd son père. Drôle comme jeu de mots. Mais elle le perd au moment même où elle le retrouve, et Esteban croise et parle à son père qu'il croit mort depuis longtemps sans le savoir. Père qui va jusqu'à se sacrifier et qui ne dira jamais au revoir à son fils au final. Et même au niveau de l'ambiance, je ne saurais vraiment expliquer pourquoi, mais il y a des moments où on ressent une vraie gêne, une vraie tension, grâce aux musiques inquiétantes. En fait, la première saison, elle est vraiment plus émotive. On y ressent de l'émerveillement à la découverte des Incas, mais aussi du stress, de la peur et de la gêne. Bref, la première saison, elle ne laisse personne indifférent. Pas même les adultes. Et la maturité de l'histoire et du dessin animé ont d'ailleurs fait que très récemment, je me suis rematé la saison 1 en entier, sans m'ennuyer une seule seconde. Alors que j'ai 18 ans quand même. Et pourtant, elle est très longue cette saison, puisqu'elle contient 39 épisodes. Et il y a certainement de la nostalgie dans mon appréciation de la série. Oui, mais je pense quand même pouvoir dire et affirmer sans trop me tromper que c'est une série intemporelle et qui peut plaire à tous les âges. Bon, les nouvelles saisons, elles ont cassé un truc. Et là, c'est un coup de gueule pas forcément très justifié, à vous de choisir. Mais elles ont cassé un truc. En plus d'avoir rendu les dessins fades, l'histoire et les péripéties tellement plus extravagantes les unes que les autres qu'on les oublie, et les personnages tellement forts qu'il n'y a plus aucune difficulté, ils ont brisé la plus importante des règles. Zia et Esteban ne s'embrassent pas. Merde. Pareil pour Mendoza et Mendoza bis. Link et Zelda ne s'embrassent pas, Mario et Peach ne s'embrassent pas. Et encore une fois, Zia et Esteban ne s'embrassent pas. C'est une règle, c'est une base. Bon, vous aurez compris ce point-là, c'est un peu pour rire, mais
Je sais pas, ça me dérange quand même. C'est une sorte de règle tacite dans les dessins animés. Genre de truc que tu ne réalises pas. Tu le laisses supposer, à la limite. Embrassé Zia m'a embrassé. C'est pour tout ça que j'aime autant Les Cités d'Or. C'est un dessin animé qui a marqué mon enfance par ses grandes qualités et par ses personnages emblématiques. C'est aussi le dessin animé qui a fait mon amour pour le Pérou et qui a fait en grande partie qui je suis aujourd'hui. En faisant cette vidéo, j'ai lâché plusieurs fois des larmes. En regardant la série, j'ai lâché des larmes de joie, des larmes de nostalgie, des larmes de bonheur. Je pense que cette vidéo, c'est clairement avec celle sur Skyward Sword, celle qui est la plus personnelle. Alors oui, je le dis, je l'affirme, Les Cités d'Or, c'était mieux avant. C'était un dessin animé formidable, d'une grande qualité et avec une identité forte, et c'est devenu ce que c'est devenu. Un produit fait et commandé par des financiers pour faire de l'argent en surfant sur la nostalgie des fans de la première heure. Mais au final, est-ce qu'on en a quelque chose à faire de ces nouvelles saisons et de leur qualité moyenne? Est-ce que c'est grave? Non, absolument pas, parce qu'il reste et qu'il restera toujours cette saison originale, incroyable et parfaite. Bon, sur ce, le gros boomer que je suis vous dit ciao ciao, à la prochaine, et d'ici là, n'oubliez jamais, courage, honneur et justice. Au revoir. À bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or.